On est très heureux, toute l'équipe d'Europe 1 est très heureuse d'accueillir Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur 2009-2011, et c'est vrai que merci Brice Hortefeux d'être avec nous. Vous avez eu au téléphone le deuxième jour de l'émission, et merci de venir nous voir dans le studio. Merci beaucoup. Oui, c'est pour moi l'occasion de rétablir quand même une vérité. C'est que moi j'ai eu un cadeau de Gauthier Lebret puisqu'il m'a invité à déjeuner. Non, bravo donc, Gauthier Lebret. Voilà. Bravo, toujours les politiques, c'est comme ça que ça. Merci Brice Hortefeux, merci de rétablir cette vérité. On attend toujours, nous, bien entendu, même un flunch, nous on prend, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais disponible, Cyril? Non, mais si, Brice Hortefeux est avec nous. Je suis très heureux de voir Brice Hortefeux. C'est la première fois que je le rencontre, vraiment. Et c'est vrai que voilà, je l'ai suivi. Vous pouvez lui poser toutes les questions. 01 80 20 39 21. Brice Hortefeux, quand je vous vois, je me dis, vous êtes aujourd'hui, on a l'impression que des hommes politiques comme vous, c'est comme voilà, vous êtes un peu dans le même style que Michel Barnier, je dis en termes, voilà, c'est-à-dire qu'on se dit, il y avait un jeunisme, voilà, avec les mecs, voilà, qui arrivaient, qui sortaient de nulle part, même Emmanuel Macron, voilà, Emmanuel Macron, on en voit plein en ce moment, et c'est vrai qu'on a l'impression, de ce que je ressens, après peut-être je peux me tromper, que les Français se disent on a envie d'hommes politiques de métier. Il y a plein de fois ils ont dit ouais non on veut plus de ça y est les politiciens on en a marre, et on a l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas? Oui, je partage évidemment ce point de vue. Si je vous disais l'inverse, ça serait un petit peu ennuyeux pour la suite de l'émission, mais c'est ce que je crois. Et si vous voulez que vous faites allusion bien sûr à la nomination d'un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Et moi, je le connais effectivement depuis très longtemps. Je vous dirai pas le nombre d'années, mais enfin, ça fait très très longtemps. Et pour moi, c'est un Premier ministre AOP. Vous savez, on connaissait le label AOP. Bien sûr. Et là, en l'occurrence, il est à la fois agile. Il l'a démontré d'ailleurs lors de la passation de pouvoir, où il a remis à sa place celui qui devait l'être. Et il est opiniâtre. Et cela fait maintenant un grand nombre d'années qu'il connaît des succès, des échecs, des semi-échecs, et il ne lâche pas prise. Et c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il est professionnel. Vous savez, à un moment donné, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait être fier d'être des amateurs. Moi, je ne sais pas vous, mais quand vous allez chez le dentiste, moi personnellement, je préfère un professionnel. Quand je dépose ma voiture chez le garagiste, je préfère plutôt que ça soit un professionnel, plutôt qu'un amateur. Et donc, je trouve ça plutôt rassurant que ce soit un professionnel. Mais vous dites, pardon. Oui, vous dites sur Gabriel Attal. Oui, remis à sa place, celui qui devait l'être. Ça veut dire que Gabriel Attal devait être remis à sa place? J'ai trouvé, écoutez, des passations de pouvoir, moi j'en ai fait un certain nombre. J'étais pas Premier ministre, mais j'ai fait des passations de pouvoir. Je sais pas si c'est par tempérament, par réflexe, par éducation, par envie, j'en sais rien en tout cas, mais j'ai essayé de faire en sorte de dire, malgré tout, ma part de vérité, en quelques secondes, ou quelques minutes à peine, mais surtout de laisser celui qui arrivait, celui qui rentrait, celui qui allait exercer, celui sur lequel allaient peser les responsabilités, eh bien s'exprimer. Là, j'ai trouvé que la manière dont Michel Barnier avait repris la balle au bond, en disant qu'il peut-être il dirait quelques mots, était assez habile et assez drôle, ce qui fait démentir d'ailleurs ceux qui trouvaient qu'il n'était pas drôle. Voilà. Multiplication des délits et des refus d'obtempérer, la délinquance est-elle devenue incontrôlable? On va en parler dans un instant sur Europe 1. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi ce week-end. Cyril Hanouna. On est déjà de retour, je vous l'avais dit, on parle de la multiplication des délits et des refus d'obtempérer, la délinquance est-elle devenue incontrôlable? Brice Hortefeux est avec nous, merci monsieur le ministre d'être avec nous. On va en parler parce que ce week-end encore, et ces dernières semaines, de nombreux cas de refus d'obtempérer ont émergé dans l'actualité. Un policier dans le coma après un refus d'obtempérer à Damary-les-Lys le 27 août. Un policier blessé au genou lors d'un refus d'obtempérer à Bordeaux le 27 août aussi. 2 policiers blessés alors qu'ils tentaient d'interpeller un adolescent de 15 ans qui refusait d'obtempérer à Cannes. L'affaire Éric Comines. Et en plus, on a eu aussi Grenoble, cet agent municipal tué pour s'être opposé à un délit de fuite. Et le suspect est lui toujours en fuite. C'est un truc de fou. Et je voudrais que revienne quand même sur ce qu'a dit Éric Piolle, maire de Grenoble. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue dans les règlements de compte. C'est notre peur quotidienne. Écoutez, là, c'est quand même... Excusez-moi, monsieur d'Artigol. Voilà. Mais Cyril, je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de l'intervention d'Éric Piolle, mais il faut lui reconnaître une chose. Cette phrase a été prononcée quand une question lui a été posée sur les règlements de compte dans sa ville, où il a évoqué le trafic d'armes, mais elle n'a pas été prononcée concernant le cas précis de cet agent de la propreté urbaine et de ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maladresses, et plus que ça dans son expression, mais on ne peut pas lui faire ce procès sur la balle perdue
concernant ce qui s'est passé. Il l'a même dit, ce n'est pas le sujet. Alors Olivier, sur le cas précis, il a parlé d'accident. Il a parlé d'accident. Je parle de balles perdues. Oui, mais moi je parle, puisque tu dis qu'il est maladroit, effectivement, je prends un autre exemple. Comment peut-on parler d'accident quand un homme ouvre volontairement le feu sur quelqu'un qui venait en plus porter secours suite pour le coup, un accident de la route? Mais là, il parlait sur le fait d'ouvrir le feu. Ouvrir le feu, c'est tout sauf un accident. Vous êtes descendu à bout portant, c'est tout sauf un accident, ça s'appelle un meurtre. Il a parlé aussi d'homicide, il a parlé aussi de meurtre atroce. Il est mal à l'aise sur les sujets d'insécurité. Moi, ce que je sais, c'est que dans ce moment-là, la parole publique doit être très claire. J'ai une petite question, moi, Olivier d'Artigol. Pourquoi les responsables de gauche ont un problème avec l'insécurité à parler d'insécurité? Alors, il y en a qui le font. Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, le dit. Fabien Roussel. Et qu'est-ce qu'ils prennent pas de leurs amis de gauche? Derrière, ils sont persona non grata. Donc, ça y est, eux, ça dégage. Pourquoi il y a cette gêne à parler des problèmes d'insécurité? Il y a eu un drame. Il y a eu un drame dans sa ville. Éric Piolle, excusez-moi, il est mitigé, je suis désolé. Tout simplement parce que c'est une défaite idéologique de la gauche des 20 dernières années, alors qu'il y a eu de grands ministres de gauche de l'intérieur, et qu'il y a dans l'histoire même politique de la gauche au XXe siècle des personnalités fortes et fermes là-dessus. La gauche a pensé que ce terrain devait être préempté par l'extrême droite, qu'elle ne pouvait pas le récupérer. Elle a laissé les choses filer par lâcheté politique. Si je peux compléter, d'ailleurs, sur ce cas très précis, moi je ne veux pas non plus accabler Éric Piolle. Sans doute le moment était extrêmement difficile pour tout élu local, pour un maire, ainsi de suite. Mais il y a, c'est vrai, une réponse et une explication. L'explication, elle est totalement idéologique. La mairie de Grenoble refuse que la police municipale soit armée. La mairie de Grenoble refuse la vidéoprotection. La mairie de Grenoble refuse qu'il y ait des initiatives qui soient prises d'un certain nombre de logements sociaux. Et c'est malheureusement un exemple d'aveuglement idéologique qui a perduré. Et donc, le mot accident était une erreur. Ça peut arriver. C'est pas moi qui donnerai des leçons, parce qu'il m'est arrivé de sortir des choses qui étaient honnêtement pas très habiles. Mais c'est sur le fond. Sur le fond, la mairie de Grenoble est incapable de réagir contre ces évolutions de la délinquance. Voilà. Brice Hortefeux, on a l'impression, vous étiez ministre de l'Intérieur, on a l'impression aujourd'hui que même les Français n'y croient plus, les Français baissent les bras, se disent de toutes les façons, aujourd'hui, les problèmes de délinquance, on n'arrivera pas à les juguler, et on le voit bien, il y a des drames tous les jours, on a l'impression que c'est devenu une fatalité. Est-ce que vous comprenez le désarroi des Français ? Parce que c'est une réalité. Vous savez, les chiffres sont utiles parce qu'ils permettent d'illustrer. Vous avez 363 000 coups et blessures volontaires par an, c'est-à-dire en gros quasiment 1000 par jour. Donc c'est une réalité. En termes de cambriolage, vous avez entre 150 et 200 000, je crois que l'année dernière c'était 177 000 cambriolages. Donc il y a d'un côté cet élément-là, et de l'autre côté, les difficultés des services pour ce qu'on appelle élucider. Vous savez, qu'est-ce que c'est l'élucidation? C'est quand on identifie, on interpelle et on fait condamner. C'est ça. Bon. Et l'élucidation est très difficile. Je vous donne un exemple sur les cambriolages. Pas trop long, mais les cambriolages, aujourd'hui, vous avez à peu près 8% seulement des cambriolages qui sont élucidés. C'est-à-dire que 92% des gens qui rentrent chez eux, qui voient leur appartement cambriolé, ils ont vraisemblablement, ils se heurteront à l'impossibilité de savoir qui c'est. On sait généralement à peu près d'ailleurs les réseaux et ainsi de suite, mais après ça va pas plus loin.
Vous réagissez encore ce week-end, un agent municipal tué pour s'être opposé à un délit de fuite et le suspect est toujours en fuite. Brice Hortefeux est avec nous, un ancien ministre de l'Intérieur. Brice Hortefeux, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui veulent vous poser des questions, qui veulent réagir sur l'antenne d'Europe 1, bien entendu. Brice Hortefeux, est-ce que si on vous appelle pour un poste de ministre, vous pourriez retourner, vous? Plus du tout. Non, moi, les fonctions ministérielles, j'en ai épuisé les joies, parce que j'étais ministre du Travail, j'étais ministre des collectivités, j'en ai épuisé les joies, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que il y a toujours des relations particulières entre les ministres de l'Intérieur. Si vous voulez, dans d'autres fonctions, les ministres passent, puis voilà, c'est le suivant, et ainsi de suite. La vérité, c'est que les ministres de l'Intérieur, généralement, on se voit, on se parle. Moi, je connais bien sûr bien Gérald Darmanin depuis longtemps, puisque avant de partir assez rapidement vers la Macronie, il était cadre. Il met des petits tacles à chaque fois. À chaque fois, Brice Hortefeux tranquille, et il y a un petit tac qui part. Il y a eu un petit tac sur Gabriel Attal, là il y en a un petit tac sur les Gérald Darmanin. Oui, mais parce que j'atteins aussi une étape de ma vie publique où je peux m'amuser d'un certain nombre de choses qui pourtant parfois ne sont pas toujours gaies. Mais c'est vrai que voir des personnes qui ont quitté notre famille politique expliquer qu'aujourd'hui il faut absolument qu'on se retrouve, bon, ils auraient mieux fait de rester, ça aurait été quand même plus clair. Mais Gérald Darmanin, mais j'avais aussi une bonne relation avec Manuel Valls. C'est pas une question de relation personnelle, c'est un partage d'expérience, de préoccupations, de soucis. Et donc, généralement, quand les ministres prennent leurs fonctions, assez rapidement, ils voient leurs prédécesseurs. Manuel Valls, tiens d'ailleurs, est-ce qu'il pourrait se retrouver au gouvernement, Manuel Valls? Je suis sûr que si on l'appelle, il est au rendez-vous de la passation de pouvoir. Il est à gauche, Manuel Valls, ça serait bien. Alors, il est à gauche, il est de l'ancienne gauche, la gauche qui n'existe plus aujourd'hui vous n'allez pas avoir Sébastien Delogu ou Louis Boyard ministre. Mais c'est pour ça que j'ai entendu Michel Barnier, effectivement, au journal de 20h de TF1, dire qu'il voulait aller chercher des gens de gauche. Des gens de gauche à l'Assemblée nationale, c'est totalement impossible, y compris du Parti socialiste d'Olivier Faure, qui, je le rappelle, ne voulait même pas de Bernard Cazeneuve Premier ministre. Aujourd'hui, ils sont en larmes devant la nomination de Michel Barnier. C'est aussi de leur responsabilité. S'ils avaient accepté... Alors, entre parenthèses, il y avait très très peu de monde qui s'est mobilisé samedi. À flop total. Flop total. Catastrophique. Gros flop. Ils avaient plus de monde dans les urnes que dans la rue, effectivement, puisqu'ils sont quand même terminés premiers. Vous savez, vous disiez, il y a tout à l'heure, vous aviez dit le RN majorité absolue. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des sondages qui montraient très bien que les Français craignaient plus la France insoumise que le Rassemblement national, et qu'ils n'écouteraient pas les consignes de vote de Paris. Et donc, je m'étais dit la chose suivante. D'ailleurs, on donnait une majorité relative au Rassemblement national. Si on se met dans le cas de figure où les Français craignent plus la France insoumise que le Rassemblement national, en cas de second tour RN-NFP, ils vont plus voter RN que NFP. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé au moment de la NUPES. Et ça s'est complètement inversé. Et c'est aux dernières législatives, le NFP qui a remporté une majorité de duel face au Rassemblement national. Non, mais ça s'est inversé. Et le pire exemple pour moi, Raphaël Arnaud, triple fichesse, ça c'est fou, élu député face à une députée RN sortante qui ne faisait pas partie des candidats polémiques comme le RN a pu en compter dans ses rangs. Donc il y a quelque chose qui s'est complètement transformé. Le Front républicain a fonctionné alors que personne ne pensait que son efficacité serait aussi grande. Et donc voilà, il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. Et sinon, alors, deux, trois noms, là, 2-3 ministres. Là. Alors, il y a plusieurs catégories. Vous avez une minute. Il y a ceux qui, 1 minute 30. Il y a ceux qui veulent rester et qui peuvent rester. Vous avez dit que la méthode avait changé. C'est quoi la méthode qui change ? Alors, généralement, un Premier ministre arrive à Matignon, il a une majorité absolue ou une majorité relative comme Elisabeth Borne ou Gabriel Attal, et il va piocher dans cette majorité pour faire son gouvernement. Là, nous avons un homme qui s'appelle Michel Barnier, qui a 47 députés à l'Assemblée nationale. Quasiment pas de quoi faire un gouvernement au complet, même avec les 47. Donc, la méthode a changé. On accueille chaque groupe et on leur demande, voulez-vous faire partie du gouvernement? Donc, c'est ce qu'il fait depuis sa nomination. Donc, vous accueillez tous les groupes. Horizon, il accueille pas même Indochine. Vexé de ne pas avoir été à la cérémonie des JO Indochine. Très intéressant. Merci, vous en parlerez. Et donc, on voit le nombre de groupes. C'est ce qu'on disait il a pas l'air très d'accord avec vous. Mais
En tout cas, il n'y a pas de majorité. Il ne peut pas les piocher dans une majorité absolue ou une majorité relative qui n'existe pas. Donc, il est forcé de s'adapter. Alors, il y a plusieurs types de ministres. Il y a ceux qui veulent rester. Donc, par exemple, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, c'est quasiment dealé entre le président, entre le président va rester. et Michel Barnier. On parle également affaires étrangères. Séjourné devrait rester aussi. Quai d'Orsay, il y a deux options. Soit Stéphane Séjourné reste, c'est un très très proche d'Emmanuel Macron. On parle de Gérald Darmanin aussi. Voilà, exactement. Voilà. Vous me devancez, Cyril. Vous voyez que j'ai des infos moi aussi. Stéphane Séjourné. Vous n'êtes pas le seul. Stéphane, je n'ai pas le monopole des informations. On parle de Gérald Darmanin aussi. Loin de moi cette idée. Stéphane Séjourné, il brille pas du tout par ses talents de ministre des Affaires étrangères, on va se le dire tout de suite. C'est un très proche d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, il veut garder évidemment la main sur la politique étrangère. Donc il y a deux options. Soit on garde Stéphane Séjourné, soit on met Gérald Darmanin, qui ne peut pas rester ministre de l'Intérieur pour une raison simple, donner des gages au Rassemblement national. Le RN veut une rupture nette à l'intérieur et ça va vous faire plaisir à la chancellerie pour Éric Dupond-Moretti, qui de toute façon est déjà parti. On ne le voit plus, il n'était pas là au moment de l'hommage pour Éric Comines. Personne ne sait où il est. Ça fait 2 ans qu'il est parti. Personne ne sait où il est. Éric Dupond-Moretti, ça fait 2 ans que j'entends plus parler de lui. J'ai lancé une alerte d'enlèvement, excusez-moi. Ah oui, non, mais là, Éric Dupond-Moretti, si vous le voyez d'ailleurs, n'agissez pas seul. Non mais je vous le dis. On en reparle dans un instant, il y a d'autres infos. Brice Hortefeux reste avec nous, puis on aura Jean-Marc qui nous parlera de son histoire, et David, bien sûr, il n'a pas fini. Non, je sais qu'il y a du dos. Ah oui, il y a du dos. Il y a du dos. Ah bien sûr. Il est 16h40 sur Europe 1, on est en direct, on marche sur la tête, c'est jusqu'à 18h. Vous nous appelez bien entendu 01 80 20 39 21. On a pas mal d'auditeurs qu'on va prendre dans un instant. Brice Hortefeux est avec nous, il réagit à tout, au gouvernement, notamment à cet agent municipal tué pour s'être opposé à un délit de fuite. Vraiment, ça c'est le drame du week-end, encore un drame. Et on vous donne quelques indiscrétions sur le futur gouvernement. On a attendu longtemps, le Premier ministre, on a évoqué tous les noms. Même ma mère, à un moment, on l'avait évoqué comme Premier ministre. Donc voilà. Mais voilà, le Premier ministre est arrivé. Maintenant, il faut un gouvernement. Et le gouvernement, il y a des noms qui ressortent. On parle de Bruno Retailleau à l'intérieur. Bruno Retailleau, il a quasiment fait acte de candidature, puisque la semaine dernière, il était dans une matinale et il disait qu'il fallait que, si le Premier ministre était LR, qu'un nombre important de ministres LR entre au gouvernement. Laurent Wauquiez, il n'ira pas. Laurent Wauquiez, certainement pas. Il a son agenda personnel, il a 2027. Il a un agenda personnel. Il a un agenda personnel. Il ne va pas aller se griller pour. D'ailleurs, Michel Barnier n'arrête pas de répéter qu'il n'a pas d'agenda personnel, qu'il n'a pas d'ambition au-delà de Matignon. Alors que Laurent Wauquiez, il a un agenda personnel. Exactement. Et David Lisnard. Alors, David Lisnard, c'est le président qui a mis un veto à sa nomination à Matignon, puisque le RN n'aurait pas censuré non plus d'office David Lisnard, plus jeune que Michel Barnier, plus ambitieux, agenda personnel. D'accord, mais est-ce qu'il pourrait se retrouver à l'intérieur Son nom a circulé comme ministre de l'Intérieur. Mais il faut bien comprendre qu'il faut des ruptures. Même garder Gérald Darmanin, c'est un risque pour Michel Barnier. Parce que le RN a vraiment le doigt sur un bouton et ils font tomber Michel Barnier dans les 2 jours qui suivent s'il décide de censurer avec le nouveau Front Populaire. Donc si ça ressemble trop à l'équipe précédente, si vous voulez, si vous gardez tous les plus connus du gouvernement actuel, ça ressemble trop à un gouvernement Macron. Rachida Dati pourrait rester aussi. Je pense que oui, elle a de bonnes chances. Elle a depuis seulement 8 mois, Rachida Dati. Au même ministère ? Au même ministère, c'est totalement possible, oui. Je le sens bien. Rachida Dati et puis le RN, je pense qu'il laissera passer Rachida Dati. Je pense aussi. Je pense aussi. Et donc, parmi les nouveaux entrants, donc on parle de Bruno Retailleau pour les Républicains, le nom de David Lisnard a circulé, même s'il a été retoqué pour Matignon. Donc, le nom d'Olivier Marleix, qui est l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée, circule aussi. Xavier Bertrand, cas intéressant, son nom a circulé parce que logiquement, en plus, Emmanuel Macron lui avait aussi proposé un grand ministère dans les discussions qu'ils ont eues ensemble. J'ai l'impression qu'ils ont tout proposé à Xavier Bertrand, le pauvre. Il s'est retrouvé sans rien. Mais c'est comme moi cet été au Club Med. On m'a tout proposé, je suis reparti gros gens comme devant. De la même personne, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui met son veto à chaque fois que Xavier Bertrand est proche de retourner au gouvernement. Donc elle pourrait aussi mettre son veto, puisqu'on sait désormais que Michel Barnier a été choisi avec elle. Vous avez lu l'excellent article de Jules Torres dans les colonnes du journal du dimanche ce week-end. Qu'est-ce qu'il dit cet article pour nos auditeurs? C'était dans le JDD, journal du dimanche. Absolument. Donc on savait que Marine Le Pen avait retoqué Xavier Bertrand et donc il fallait trouver un autre nom pour lui convenir, même profil LR, donc le nom de Michel Barnier est rapidement apparu et on a appris que l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Thierry Solaire, qui était l'homme aussi qui organisait le dîner entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, donc il joue les entremetteurs entre le Rassemblement national et la Macronie, et donc là il a joué les entremetteurs pour savoir si le profil de Michel Barnier pouvait convenir à Marine Le Pen. Et donc tout est fait, il doit être annoncé, Michel Barnier va être nommé à Matignon. Ça doit être annoncé dans la journée de jeudi. C'était sans compter sur Jean-Philippe Tanguy, qui fait une matinale France Inter, député RN, et qui dégomme
Michel Barnier. Donc l'Élysée voit ça et ils se disent mais c'est pas possible, Jean-Philippe Tanguy s'il dit ça, c'est forcément qu'il a l'aval de Marine Le Pen. Donc tout capote, elle va nous le censurer dans les 48 heures. Thierry Solère prend son téléphone, ancien conseiller du président de la République, et appelle Marine Le Pen. Il lui fait qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi Jean-Philippe Tanguy dit ça ? Marine Le Pen lui dit j'ai donné aucune consigne, ça va pas du tout. Ne vous inquiétez pas, on le censurera pas. Et donc là, information exclusive de Jules Torres dans le JDD. Emmanuel Macron, il est sceptique et il croit pas Marine Le Pen. Donc il décide de l'appeler lui-même et il lui dit mais